Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Alors la vidéo sur Ryzen 7 va être un petit peu retardée, elle devait sortir la semaine... Enfin cette semaine-ci, techniquement. Mais j'ai pas eu le temps, donc elle devrait normalement sortir la semaine prochaine. Dans tous les cas, il y a aussi Ryzen 5 qui devrait sortir, il y a une petite news là-dessus, vous verrez. Dans tous les cas, on commence avec la première news, c'est au niveau de la Xbox One, le projet Scorpio. Donc qui est un peu l'équivalent d'une Xbox One Pro, si vous comparez à la PS4 Pro. Sauf que Microsoft a décidé de la faire plus en retard pour pouvoir avoir des meilleures spécifications, tout simplement. Donc, au niveau de ces spécifications, ils ont c'est la même chose que la Xbox One Classic, donc c'est un CPU AMD Weaker. Les anciens CPU AMD, ce n'est pas les nouveaux Ryzen. Ryzen est sorti là trop peu de temps. Il y a mon frère qui me regarde exprès pour me perturber. Ils sont sortis il y a trop peu de temps, donc c'est pas possible de les mettre dans une console comme ça. Alors, en général, ce que vous trouvez dans une console ou même dans un appareil tel que, je sais pas moi, même pour la PS4 quand elle est sortie ou la Xbox One quand elles sont sorties, ils ont mis dedans, ça va là? Ils ont mis dedans des cartes graphiques qui étaient sorties là plus de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'ils doivent les avoir en avance pour tester les spécifications et tout ça. Enfin bref, et apparemment il y a PewDiePie qui est en live, c'est génial. Alors, du coup, on commence avec les spécifications. 12 Go de mémoire. Il faut savoir que c'est pour le CPU et pour le GPU. Une puissance de 6 teraflops. Et ils promettent du 4K natif à 60 fps. J'y crois pas trop, on va en parler pourquoi après, mais bon. Du coup, là, on a une petite photo du PCB. Donc, en gros, c'est une carte mère hein, avec le CPU et le GPU ici, la mémoire tout autour. Donc, il y a 12 puces mémoire. On peut voir, hop, le système de refroidissement ici, qui est pas massif, donc on verra bien si ça refroidit bien. Ça utilise quand même une chambre à vapeur. Bon, la plupart des trucs maintenant utilisent des chambres à vapeur. Oh, il y a Aurélien qui a sorti une map aussi. Enfin, il y a Aurélien qui a sorti une vidéo. Il y a aussi, donc, beaucoup de trucs utilisent des chambres à vapeur maintenant, donc c'est pas si étonnant que ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour refroidir quelque chose d'aussi petit, dans un espace aussi réduit. Donc, ouais. Du coup, parlons un petit peu des spécifications. Donc, déjà au niveau de la fréquence sera beaucoup plus haute que ce qu'on a pu avoir maintenant sur la PS4 Pro et tout ça. Donc, si on retourne par exemple, si on descend un petit peu, pour la PS4 Pro, pour information, donc elle a à peu près le même processeur. Sur Scorpio, le processeur aura une fréquence légèrement supérieure, donc ça devrait être un petit peu mieux. Mais au niveau par exemple des unités de calcul du GPU, il y en aura 40 customisées apparemment. Ça ne veut pas dire grand chose. Alors que la PS4 Pro en avait 36. Et surtout, il y a une énorme différence de fréquence qui est de pratiquement 300 MHz en fait. Donc ça, rien que ça devrait offrir pas mal de performances en plus. En plus des 4 unités de calcul supplémentaires par rapport à la PS4 Pro. La Xbox One de base, pour information, n'avait que 12 unités de calcul. Alors c'était pas exactement la même architecture, donc il faut pas non plus comparer de trop. Et surtout, elle avait une fréquence bien inférieure. Donc là, on voit aussi la différence niveau mémoire. Donc par exemple, la PS4 Pro en a 8, plus 1 Go de DDR3 qui est plus pour le CPU. Et on peut voir aussi la bande passante dans cette mémoire. Donc il faut savoir que cette Scorpio aura une interface mémoire de 384 bits. Vous pouvez calculer facilement ça en fait parce que vous regardez, il y a 12 puces mémoire, 12 x 32, 384 normalement, si je ne me trompe pas. Mais normalement c'est ça, il y a 32 bits par puce mémoire pour adresser cette mémoire. Alors, ça veut dire que ça donne une bande passante énorme à cette console, donc 326 Go à la seconde. Donc ça, c'est nécessaire si vous voulez atteindre de très hauts niveaux de performance dans les jeux, parce que vous avez des textures, bien souvent en 4K même, vu que c'est une console prévue pour le 4K, vous avez des textures qui doivent être traitées très rapidement par le processeur et tout ça, donc il faut une bande passante énorme, ou par le GPU aussi. Et du coup, par rapport à par exemple à la PS4 Pro, qui était à 218 Go, c'est une sacrée augmentation. Alors, on va être honnête, c'est pas parce qu'ils augmentent la bande passante de mémoire que ça veut dire qu'il va avoir plein de performances en plus. C'est un peu comme mettre une autoroute à 8 bandes dans un village. Ça veut pas dire pour autant qu'il y a plus de gens dans le village d'un coup. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, une chose qui va être sûre, c'est que le GPU ne sera pas bridé par la bande passante de mémoire. On aurait pu se dire que c'était le cas parce que, par exemple, si on regarde la PS4 de base, elle n'avait que 8 Go de RAM. Elle n'avait pas de RAM en plus pour le CPU. Donc ça veut dire que
le GPU et le CPU utilisaient la même RAM. Donc, c'est-à-dire que cette bande passante était partagée entre le CPU et le GPU. Donc là, on pourrait se dire, hey, le CPU peut un peu brider les performances du GPU. Là, avec une telle bande passante, c'est sûr que ça n'arrivera pas, sûr et certain même. Et du coup, ils promettent donc, comme j'ai dit, le 4K 60 FPS. Je suis pas si sûr. Alors, c'est une carte graphique qui sera très puissante, ça c'est sûr et certain. Pour information, ce sera certainement un refresh d'une RX 480. C'est à peu près sûr. La RX 480 a des spécifications assez similaires au final. Genre le même genre de bande passante avec 8 Go de RAM là par contre, sur un bus de 256 bits. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si vous regardez la bande passante d'une RX 480 qui est 256 Go à la seconde et que vous prenez du coup la bande passante de projet Scorpio qui est à 320, au final la différence est de 70 Go à la seconde et 70 Go à la seconde c'est à peu près la bande passante qu'il faut pour un CPU. D'ailleurs la Xbox One de base avait à peu près 70 Go à la seconde pour le CPU avec une mémoire supplémentaire. Donc c'est assez étonnant. Donc au final, on le sent bien qu'ils ont prévu cette bande passante en plus pour le CPU pour être sûr que ça n'interfère pas avec la carte graphique. Ils promettent aussi, donc oui, comme j'ai dit, elle aura 6 teraflops de puissance. Pour information, la RX 480 a un peu plus de 5 teraflops de puissance. Et c'est une très bonne carte, mais elle ne fait pas le 4K 60 FPS. Genre, ou alors vous devez sacrifier les détails. Par contre, elle fait du Full HD à 60 FPS en ultra sur la plupart des jeux. Donc, pour moi, si je devais acheter une Xbox One Scorpio, je serais plus intéressé de faire tourner en Full HD 60 FPS. Mais bon, je suppose que vous pourrez faire tourner en 4K, mais je sais pas ce qu'ils feront. Peut-être qu'ils sacrifieront certains détails graphiques. Ils feront pas vraiment tourner en ultra, ils feront plus tourner en high ou en medium selon les jeux. D'un point de vue paramètres graphiques d'un PC, évidemment, hein, parce que là, on parle pas d'un PC, on parle d'une console. Donc, s'ils atteignent le 4K 60 FPS, ce ne sera pas sur tous les jeux, et ce ne sera pas forcément avec les meilleurs détails. C'est sûr et certain, c'est juste physiquement impossible d'atteindre du 4K 60 FPS avec une carte graphique pareille. C'est juste pas possible. Même si vous optimisez tout, c'est difficile. Surtout que, pour information, une 1080 Ti qui vient de sortir ne dépasse à peine les 60 FPS dans la plupart des jeux en 4K. Donc, voilà, je suis désolé, on peut pas faire de miracle. Mais bon, ce sera quand même une console très puissante. Elle a annoncé plus cher aussi. Il y a toujours pas de prix, mais elle sera plus chère. Donc ça, il faut voir aussi. Parce que si elle est genre à... Alors moi, je suis parti du principe que je suis pratiquement sûr qu'ils pourraient la faire pour 600 €, donc 599. Ce serait un prix qui resterait encore raisonnable. C'est cher, mais ça resterait encore raisonnable. S'ils arrivent à la faire à moins de 500, ce serait même mieux. Mais c'est sûr et certain, elle sera plus chère. Mais du coup, on pourrait se dire, si c'est plus cher, pourquoi pas prendre un PC directement ? Parce que, oui, le PC sera un peu plus cher, mais les jeux sont moins chers sur PC, faut pas payer le multi et tout ça. Donc, faudra voir. Vraiment, il manque le prix. C'est le prix qui va dire vraiment si cette console est intéressante ou pas. Une chose est sûre, c'est qu'elle sera plus chère. Mais elle sera plus puissante. Donc voilà, c'était un peu la Scorpio, donc les spécifications qu'on a actuellement. Je vous mettrai, comme d'habitude, le lien dans la description si vous voulez aller voir un petit peu les images. Mais dans tous les cas, c'est certainement une RX 480 refresh avec plus de mémoire et à peu près le même CPU qu'on avait dans la Xbox One originale. Ok, du coup, on passe à la prochaine news. C'est au niveau de YouTube. YouTube, alors... C'était update, apparemment c'est depuis novembre qu'ils font ça, mais voilà, c'est surtout arrivé cette semaine-ci, comme quoi YouTube a revu ses règles de monétisation. Donc, faut savoir une chose, c'est que YouTube autorise à peu près n'importe qui à monétiser des vidéos. Je veux dire, vous pouvez arriver, hop, uploader votre première vidéo, et puis il y a YouTube qui est littéralement en train de vous dire « Hey, tu veux pas la monétiser ?» Vous avez juste à faire un compte AdSense, et puis c'est parti mon kiki. Eh bien, ils ont revu ça. Pourquoi ? Parce que ça posait problème. Oh, comme c'est étonnant qu'on puisse laisser n'importe qui monétiser. Alors, je vais en revenir après. Je sens qu'il y en a qui vont s'énerver sur peut-être quelque chose. Mais donc maintenant, il faut faire 10 000 vues totales sur toute la chaîne. Il ne faut pas faire des vidéos de 10 000 vues. Ok. Juste 10 000 vues sur toute la chaîne. Et après, vous pouvez débloquer la monétisation. Qui ne sera pas garantie non plus. Parce qu'il y aura un process de review. Donc en gros, ils vont regarder les vidéos que vous avez uploadées. Ils vont se dire, lui, ça va. Il fait pas il upload pas des trucs racistes ou des trucs qui portent à
enfin qui ne sont pas bons pour les vendeurs de pub, parce que évidemment les gens qui, enfin les sociétés qui veulent leur pub affichée sur le site ne veulent pas forcément que leur pub finisse sur des vidéos un peu bizarres, quoi, forcément. Donc ça ne sera pas non plus ouvert à tout le monde, mais c'est une bonne chose, c'est une chose qu'ils auraient dû garder, parce qu'en fait c'était déjà le cas dans le passé. Pour information, en 2011, si vous vouliez monétiser des vidéos YouTube, c'était pratiquement garanti qu'il fallait avoir au moins, je dis bien au moins 10 000 abonnés, ou sinon vous étiez recalé. C'était possible par contre d'entrer plus facilement avec les networks. Les networks en général demandaient 5 000 abonnés à cette époque-là, et aussi un certain nombre de vues. Hein. Il me semble que c'était 30 000 vues, genre lors du dernier mois, je crois que c'était ça à cette époque-là. Donc 30 000 vues en 30 jours qui demandaient la plupart des networks. Mais bon, du coup c'était beaucoup plus strict. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, YouTube n'avait pas encore les capacités vraiment de permettre à tout le monde de monétiser. Pourquoi ils ont permis à tout le monde de monétiser ? Parce que pour se faire plein d'argent. Pourquoi ? Il y a une raison très simple. Et c'est ça qu'au final, vous ne devriez même pas être mécontent qu'ils fassent ça. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais pour ceux qui se débutent, je suis désolé, 10 000 vues, ça va vous représenter maximum, je dis bien maximum 10 €. Vraiment, si les conditions sont bonnes et que vous postez genre en décembre ou des trucs dans le genre, ça va vous rapporter 10 €. Sauf que YouTube paye à partir de 70 €. Donc, si vous faites pas 70 € sur votre chaîne, YouTube vous paye pas tout de suite. Il garde l'argent de côté. Donc, ça veut dire que la plupart de ces petites chaînes qui monétisaient, qui faisaient 5 €, 10 €, même 20 €, 30 €, toutes ces petites chaînes qui ont existé pendant des années, qui ont fait au final ensemble beaucoup d'argent, bien YouTube a tout gardé parce qu'ils n'avaient pas besoin de payer vu qu'il faut atteindre 70 €. Donc, ça va leur couper là-dedans. C'est aussi pour ça qu'ils l'avaient fait au départ, mais ils se sont rendus compte que oui, ben ça pose problème quand on permet à tout le monde de monétiser des vidéos, parce que si quelqu'un arrive, il crée un compte et hop, il commence à monétiser, je sais pas moi, des contenus copyrightés ou juste des trucs raciales ou qui n'ont aucune place sur YouTube, bah ça donne une mauvaise image de YouTube. C'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a surtout aux États-Unis, il y a donc des grandes marques qui ont retiré leur pub de YouTube. Alors après, on va être très honnête, on sait très bien qu'une pub qui passe avant une vidéo, ça veut pas dire que la marque est là en mode oui, je soutiens ce mec-là. Non, on le sait très bien, mais bon, c'est quand même pas bon au niveau de l'image de ces marques-là. Même si je trouve que c'est un peu dommage parce que les pubs YouTube sont sacrément efficaces quand même. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Hein. YouTube, c'est la seule plateforme où les gens cherchent eux-mêmes des pubs pour aller les regarder. Je pense que vous avez tous été rechercher des pubs qui sont hyper bien faites sur YouTube pour les regarder à nouveau. Donc vous faites pas ça avec la TV, non. Enfin bref, du coup c'est à peu près tout à ce niveau cette news. Apparemment c'était effectif depuis novembre. Je suis pas sûr que ce soit entièrement vrai, honnêtement. YouTube a souvent été en mode ouais, on faisait ça depuis un moment, mais au final, vu les contenus qu'il y avait encore là ces derniers mois, je suis pas 100% sûr. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'ils scannent mieux les vidéos afin de voir si elles sont valables à la monétisation ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont changé pas mal ces dernières années et qui marche plutôt bien maintenant, en tenant compte que c'est un système automatisé. Ce serait mieux d'avoir des êtres humains, mais bonne chance pour... il faudrait une énorme équipe de gens. Enfin bref, voilà. Hop, prochaine news. Samsung va faire... Alors, ça c'est un écran 21/9, donc ça va, hein, vous avez déjà dû en voir. C'est plutôt cool les écrans 21/9, j'en ai un personnellement. Ce qui est bien, c'est que les films sont filmés... vous savez, les films ont des bandes noires. Mais en fait, si vous retirez les bandes noires, ça donne une image en 21/9. Donc avec un écran 21/9, vous pouvez regarder les films sans bande noire, juste en pure, la véritable résolution qu'ils sont. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est aussi pas mal pour certains jeux, même pas mal de jeux en fait. Honnêtement, même un FPS, avoir un meilleur champ de vision, c'est toujours un plus, c'est plus immersif. Mais Samsung a carrément annoncé donc un de ces écrans-là, mais aussi un écran un petit peu plus large, oui, voilà. Je crois que je sais plus c'est lequel, c'est le 31/9 ou c'est le 21/9, je sais même plus. En gros, c'est un écran qui fait du 3840 par 1080 pixels. Ils ont aussi, ah oui, voilà. Ils ont aussi un autre qui est en 3840 par 1200 pixels. Donc, en gros, 3840, c'est la largeur de pixels d'un écran 4K. Mais en hauteur, ils ont la hauteur d'un écran 1080p. En réalité, c'est juste deux écrans 1080p collés l'un à l'autre. C'est vraiment ça en fait. C'est deux écrans 1080p collés l'un à l'autre. Certainement, si vous démontez l'écran, vous allez trouver deux dalles 1080p l'une à côté de l'autre avec le même contrôleur et tout ça.
Mais c'est quand même bien pour certaines utilisations. Je pense ceux qui jouent à des simulations devraient être très contents. Genre ceux qui jouent à Farming Simulator. Je ne fais pas exprès de crier parce qu'il y a mon frère à côté. Ceux qui jouent à Farming Simulator, un écran pareil, ils sont nickel. Ah là, il y a... Tu me le payes? Vous avez... tu me le payes, Kim. Vous n'avez pas de bande entre les écrans. C'est 100% immersif. Donc ça, c'est génial. Il y a aussi d'autres utilisations. Je pense notamment peut-être aux gens qui font de l'édition vidéo. Imaginez la timeline que vous pouvez avoir sur un tel écran. Moi, ça me plairait plutôt bien. C'est déjà assez plaisant sur un écran 21/9. Mais alors là, ce serait nickel. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que il est pas... Niveau hauteur de pixels, il est un peu bas. 1080 pixels, c'est pas non plus exceptionnel. Même la version 1200 pixels, ça reste un peu limitant. Apparemment, ces dalles auront des taux de rafraîchissement de 60 à 144 Hz quand même. Donc en gros, c'est clairement ces deux dalles 1080p avec des hauts rafraîchissements collés l'une à l'autre. Hein, c'est vraiment le cas. Ils seront G-Sync ou FreeSync. Il y en aura plusieurs en fait. Il y aura différentes variations. Mais bon, franchement, je pense que ça pourrait être un écran assez bien pour les gens qui jouent à des simulateurs que ce soit farming ou même des jeux de course. Beaucoup de jeux de course. Forza, il y a Project Cars sur Steam aussi. Je pense que ces gens-là apprécieraient bien un écran comme ça. Alors, prochaine news ce niveau, tiens. Alors, au final, vous allez vous dire... Oui, ça doit demander une assez grosse config pour faire tourner un écran pareil dans un jeu, mais ça va encore. Ce n'est juste 2 fois un écran Full HD. Ce n'est pas non plus l'équivalent d'un écran 4K qui est 4 fois un écran Full HD, mais bon, ça demandera un peu de puissance quand même. Enfin bref. Nvidia a annoncé la Titan XP. Oui, alors attendez. En 2015, ils ont sorti la Titan X. En 2016, ils ont sorti la Titan X. Oui, la Titan X, alors que c'était pas la même Titan X, c'était une nouvelle vraiment, elle était beaucoup plus puissante et tout. Mais ils ont gardé le même nom. Du coup, les gens ont commencé à les appeler les Titan XP. Pourquoi? Parce que elles avaient des GPU Pascal. Du coup, le problème, c'est que maintenant, Nvidia est en mode, on en ressort une nouvelle encore. Donc c'est un refresh de la Titan X de l'année 2016. Totalement débridé. Donc c'est vraiment le full GPU Pascal cette fois-ci. Donc elle n'est pas 30% plus performante ou autre chose, elle est juste légèrement plus performante. Et ils ont décidé de l'appeler la Titan XP minuscule. Alors que la plupart des sites les appelaient, celle de 2016, les Titan XP majuscule. Donc, bonjour le bordel, merci Nvidia. Et puis, what the fuck, c'est quoi ce fisting, littéralement, genre, vous imaginez quelqu'un qui a acheté une Titan X, vous avez la 1080 Ti qui sort, qui est plus puissante, et puis juste après, ils sortent une nouvelle Titan X, qui est encore plus puissante. C'est genre, si vous avez acheté une Titan X lors du dernier ou des 2-3 derniers mois, franchement, moi, je vous plains. Hein. Je vous plains vraiment. Ça prouve encore une fois que les Titan X, de toute manière, n'ont aucun intérêt. Je vous rappelle qu'au début, les Titan X, c'était des quadros déguisés en tant que carte graphique GeForce. Mais maintenant, c'est plus le cas. En fait, c'est juste des quadros castrés comme des GeForce, mais avec un autre nom et avec un prix largement supérieur. Donc, il n'y a aucun intérêt, franchement, à les acheter. Je vous déconseille de l'acheter. Une 1080 Ti au maximum, c'est largement suffisant. Si vous overclockez, donc là, il y a quelques benchmarks qui sont d'ailleurs sortis. Il y en a qui l'ont un peu testé. Donc, overclockée, elle se débrouille quand même mieux qu'une 1080 Ti overclockée. Mais overclockée, hein, toutes les deux. Mais quand même, la 1080 Ti déjà est beaucoup plus facile à overclocker. Elle chauffe beaucoup moins. Et vous avez des 1080 Ti qui sont même vendues déjà pré-overclockées. Et qui, si elles sont bien refroidies, s'overclockeront encore plus, toutes seules. Sans rien faire. Titan X, elle sera brillante parce qu'elle utilise le refroidissement Thunder Edition. Il est suffisant, mais si vous commencez à overclocker, vous allez l'entendre très rapidement, je peux vous le dire. Et ça chauffe très vite. Du coup, non. Nvidia, là, non. J'ai jamais... À part pour la première Titan, que j'avais compris l'intérêt, parce que c'était vraiment une quadro pour moins cher. Là, il n'y a aucun intérêt, je dirais... Ne vous faites pas avoir, parce que c'est vraiment... C'est un attrape-nigo, en fait. Je suis désolé de le dire comme ça. J'aime bien Nvidia, mais là, c'est juste un attrape-nigo. Bref. Ryzen 5 sort le 11 avril, je vous rappelle. Il y a déjà des benchmarks qui sont sortis. Alors, ça va prendre avec un grain de sel. Mais les benchmarks confirment à peu près ce qu'on pensait. Donc ça, c'est un benchmark du plus intéressant. C'est le Ryzen 5 1400.
c'est le 4 coeurs 8 threads, c'est celui qui sera en dessous de 200 € certainement, je ne sais pas quel prix exactement. Donc c'est l'équivalent d'un i7, entre guillemets, pour moins de 200 €. Et il est plutôt performant en fait, il se débrouille assez bien, il se débrouille même à peu près au même niveau que ses grands frères. Donc là, si on regarde, on a différents Ryzen. Il y a le Ryzen 5600 qui lui est un 6 coeurs par contre. Vous avez le Ryzen 5600 avec une meilleure RAM, ou non, justement une moins bonne RAM, et il fait un meilleur résultat en FPS, c'est un peu étonnant. Mais bon, il se débrouille plutôt bien, il est un peu à la traîne dans certains jeux, même par rapport à ses grands frères, mais c'est pas très loin au final d'un i7, à part certains jeux qui... Vous voyez là ça pêche un petit peu, je sais pas, c'est Total War Warhammer, je pense qu'ils ont peut-être fait des optimisations spéciales Intel qui n'ont pas peut-être encore fait pour AMD, donc faut se dire ça aussi, c'est que la plupart des benchmarks qui sortent sur Ryzen, la plupart des jeux qui sont benchmarkés sont sortis avant la sortie de Ryzen, donc ils n'ont pas été optimisés pour, et il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour optimiser. Je pense notamment à Doom qui est un jeu extrêmement bien optimisé. Ils n'ont pas encore sorti d'optimisation pour Ryzen, donc ça pourrait changer énormément de choses. Mais bon, les performances sont très bonnes, surtout avec l'API Vulkan. Vous voyez qu'avec l'API Vulkan, même les Ryzen 1600 se débrouillent mieux que le i7 6700K. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas un 7700K là, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a clairement des bonnes choses qui vont venir, et franchement, si vous recherchez une bonne config pour un prix pas trop cher, Ryzen 5 ça s'annoncera comme étant un très bon choix. Probablement la prochaine config de la semaine sera sur Ryzen 5 d'ailleurs, parce que maintenant ils ont fixé la plupart des problèmes sur Ryzen 7, donc je n'aurai aucun problème à recommander un de ces Ryzen 5. Du coup, donc ça c'est bon. Un petit dernier news au niveau de SpaceX. J'ai parlé de SpaceX la semaine dernière, les gens ont pas mal aimé, donc j'en reparle encore un peu. Ils ont sorti d'autres informations sur la Falcon Heavy, qui est la version 3 boosters de leur Falcon 9. Donc vous avez 3 Falcon 9 collés ensemble pour une puissance décuplée assez énorme en fait. Je pourrais te donner des chiffres, mais ça veut rien dire pour vous, je pense. Donc voilà. Une chose est sûre, c'est que ils ont un petit graphe de comparaison, je sais plus où ils l'ont mis. Voilà, un petit graphe de comparaison ici qui est un peu petit. Donc la Falcon Heavy peut apporter en orbite basse, donc des satellites, la plupart des satellites, ou comme la station internationale par exemple. En orbite basse, ça peut apporter 63 tonnes. Alors que par exemple la navette spatiale c'était 24 tonnes. Vous avez par exemple la Delta 4 qui est une fusée assez connue, 22 tonnes. Ou même l'Ariane 5 c'est 20 tonnes. Donc ouais, pratiquement 3 fois plus que la concurrence. Alors donc les news qui ont filtré, déjà il y a eu, ils ont update un petit peu la page, ils ont update un petit peu les chiffres apparemment que j'avais pu voir, mais le plus intéressant c'est que apparemment ils vont utiliser des boosters qui ont été reconditionnés pour le côté. Donc en gros la partie du milieu sera un nouveau corps, donc ce sera une nouvelle fusée, mais ceux du côté ce seront des fusées qui ont déjà atterri par le passé, qui ont été recyclées en quelque sorte. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça devrait diminuer le coût assez bien, parce que ça coûte cher, hein, parce qu'il y en a 3 fois plus de fusées là-dedans. Et ils ont aussi annoncé qu'ils devraient le lancer pour fin d'été 2017. Mais SpaceX annonce souvent des choses, et bien souvent ils sont un peu loin de ça, mais ils finissent par le faire, mais jamais vraiment à l'heure. Du coup, moi je partirais plutôt pour fin de l'année. À mon avis, ils vont essayer quand même fin de l'année. Ils ont tout en place maintenant, ils ont déjà réutilisé un booster, vous avez dû le voir. Du coup, ils ont juste à remettre en état 2 autres, refaire un 3e neuf, trouver une société qui est prête à utiliser cet hybride en quelque sorte. Et puis ils pourront faire un lancement. Et le plus intéressant, c'est que évidemment ils vont essayer de faire atterrir les 3 trucs. Et là ça devient intéressant. Et d'ailleurs comme il y en a 3, ils peuvent les faire atterrir sur terre et pas sur mer, parce qu'il leur reste plus de carburant dans les réserves de carburant de la fusée. Donc ça c'est assez intéressant. Pourquoi je parle de fusée, François? Parce que c'est cool le fusée. Ouais, ça va pas t'attendre. C'est SpaceX. Mais c'est une chaîne technologique. François se demande pourquoi je parle de fusée. C'est une chaîne technologique. On parle de technologie. Ça, c'est une sacrée technologie. Hein. Je suis désolé.
Pour information, faire atterrir une de ces fusées sur Terre, c'est comme lancer un crayon et le faire atterrir sur une feuille de papier de l'autre côté de l'Empire State Building pendant une tempête. C'était l'équivalent qu'il donnait. Donc voilà. Essaye de faire ça, toi. Bonne chance. Sans problème. Sans problème, qui dit. Non. Bref, c'est tout pour du coup ce Texama Show de cette semaine-ci. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Je viens de heurter le micro. Et je vous dis salut à tous.